Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les activités du président de la République Alassane Ouattara. Il a accordé une audience hier lundi au palais présidentiel au ministre chinois des Affaires étrangères. Il a également reçu le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien. Deuxième grand titre de cette édition, les forces de l'ordre ont mis fin ce matin à la manifestation d'humeur des ex-combattants démobilisés. Ces derniers ont occupé depuis hier le corridor à l'entrée principale de la ville de Bouaké, empêchant la circulation des personnes et des véhicules. L'attentat de Manchester hier en Angleterre a fait 22 morts, dont des enfants. Il a eu lieu après un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande. Il est revendiqué par le groupe État islamique. Rendons-nous tout de suite à Bouaké où les forces de l'ordre ont mis fin ce matin à la manifestation d'humeur des ex-combattants démobilisés. Ces derniers occupaient depuis hier le corridor à l'entrée principale de la ville de Bouaké, empêchant la circulation des personnes et des véhicules. De sources médicales et sécuritaires, le bilan provisoire de l'opération menée par les forces de l'ordre fait état de 3 morts et d'une vingtaine de blessés. Et justement, nous vous proposons un communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Le lundi 22 mai 2017, des collectifs de démobilisés ont appelé à manifester dans quelques localités. À Bouaké, des centaines de démobilisés ont occupé le corridor sud le lundi aux alentours de 14 heures, bloquant la circulation sur la voie internationale. De longues files de camions, de transport, de marchandises et des cars sont restés bloqués à l'entrée de cette ville. Plusieurs tentatives de négociation ont été rejetées par les manifestants qui ont bloqué le corridor jusqu'au mardi matin. En vue de permettre la reprise normale du trafic, la circulation des biens et des personnes, les forces de sécurité ont déployé les moyens conventionnels afin de maintenir l'ordre ce mardi matin. Cependant, certains des manifestants armés ont dégoupillé une grenade offensive qui a explosé en leur sein. Le bilan à cette heure de 3 personnes décédées suite à l'éclat des fragments de grenade, 14 blessés, dont 4 cas graves. Du côté des forces de l'ordre, 3 éléments de la gendarmerie et 2 éléments de la police ont été blessés par les projectiles. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et rassure que tout est mis en œuvre pour la prise en charge des blessés. Le gouvernement appelle au calme et invite nos concitoyens à poser leurs préoccupations aux autorités dans le calme et dans le respect des lois. Fait à Abidjan, le 23 mai 2017, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous vous le disions par ailleurs dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara a accordé une audience hier lundi au palais présidentiel au ministre chinois des Affaires étrangères en visite en Côte d'Ivoire. Après, le ministre chinois des Affaires étrangères, le chef de l'État ivoirien a reçu le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien, Viviane Aimer. Arrivé dimanche soir à Abidjan dans le cadre d'une tournée africaine, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a été reçu ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu des échanges, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine, une coopération qui se veut dynamique, sous l'impulsion des 2 chefs d'État, les présidents Alassane Ouattara et Xi Jinping. Ce sont plus de 3 500 milliards de francs que la Chine a décidé d'octroyer à la Côte d'Ivoire pour le financement de divers projets. Nous apprécions hautement la coopération étroite et tous azimuts que nos 2 pays ont développée ensemble dans le cadre des 10 grands projets de coopération avancés par le président Xi Jinping.
Actuellement, il y a une dizaine de projets qui sont en cours de réalisation et de préparation entre nos deux pays, portant sur une valeur de 2,5 milliards de dollars US. Et si on compte encore les projets qui sont en cours de négociation avec les entreprises des deux côtés, ce chiffre est supérieur à 7 milliards de dollars US. Cela montre que la coopération mutuellement avantageuse sino-ivoirienne a encore de larges perspectives devant elle. Nous sommes tous pays en développement. La Chine et la Côte d'Ivoire travailleront en étroite unité pour préserver ensemble les intérêts des pays africains et des pays en développement. C'est avec une joie renouvelée que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le représentant officiel de ce grand pays ami de la Côte d'Ivoire, qu'est la Chine. Il a émis le vœu d'un soutien de la Chine à la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. La Chine est un grand pays, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est candidate pour être membre non permanent du Conseil de sécurité. Et c'est donc une bonne occasion d'échanger avec M. le ministre, non seulement sur la situation nationale en Côte d'Ivoire, mais sur la situation régionale et la situation internationale. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir M. le ministre. À la suite du ministre chinois des Affaires étrangères, le ministre délégué aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du gouvernement italien, Mario Giro, a eu un long échange avec le président de la République, Alassane Ouattara. Illustration des excellentes relations que l'Italie a avec la Côte d'Ivoire, le ministre italien a souligné tout l'intérêt de son pays pour l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au fonds mis en place par l'Union européenne pour soutenir le développement des pays africains face au phénomène de migration des populations vers l'Europe. J'ai raconté au président comment l'Italie s'est battue pour que la Côte d'Ivoire soit considérée à l'intérieur du fonds de la Valette, soit le fameux fonds Trust Fund pour l'Afrique. Maintenant, c'est chose faite. C'est une chose que j'avais promis au président et on l'a obtenue. On est en train de travailler ensemble avec le gouvernement sur la question de la gestion commune des flux migratoires et le travail avance bien. On a prévu aussi un business forum ici avec les entreprises italiennes. On va voir si on va le faire avec une visite institutionnelle ou on va le faire à part. Au total, 2 audiences qui reflètent l'excellente image que la Côte d'Ivoire a à l'extérieur. Viviane Aïma, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, lui, a pris part hier lundi à Ahmedabad en Inde à la séance inaugurale du Forum sur la coopération Afrique-Inde en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Awa Touré est notre envoyé spécial en Inde. Pays émergent, l'Inde se positionne de plus en plus comme un acteur majeur du développement du continent africain à travers un partenariat stratégique. Et c'est à juste titre que cette édition du Forum sur le partenariat Afrique-Inde a choisi de mener la réflexion sur les partenariats pour l'industrialisation et l'intégration plus forte de l'Afrique dans les chaînes de valeur. Un thème qui tient compte du top 5 des priorités définies par la Banque africaine de développement pour la transformation de l'Afrique. Il s'agit pour le continent de développer le secteur de l'énergie, améliorer la productivité agricole, s'industrialiser, renforcer l'intégration africaine et améliorer les conditions de vie des populations. Des défis que la BAD entend relever avec l'aide de pays émergents comme l'Inde. Le partenariat déjà dynamique entre l'Afrique et l'Inde doit, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, s'amplifier et se diversifier au regard des opportunités d'investissement sur le continent. En accélérant l'industrialisation, l'Afrique pourra avancer plus rapidement et progresser dans les chaînes de valeur internationales. À cette fin, l'Afrique pourrait s'inspirer et profiter de la stratégie indienne pour mieux développer le secteur privé au plan national, capable non seulement de maîtriser la croissance nationale, mais être compétitif au plan international. Pour le ministre indien des Finances et de la Défense, l'Afrique et l'Inde, confrontées à des défis similaires, doivent partager leurs expériences en vue de nouer
un nouveau type de partenariat basé sur le volontariat. Au thème de la cérémonie d'ouverture, la Côte d'Ivoire et Exim Bank Inde ont signé un accord dans le cadre de la réhabilitation de 4 hôpitaux militaires à hauteur de 42 milliards 840 millions de francs. Koulibaly, il a reçu hier lundi une délégation d'entrepreneurs turcs intéressés par la construction du parc d'exposition et d'un centre intégré de rencontres internationales à Abidjan. Les responsables du géant américain General Electric ont été également reçus par le Premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly. Lancé Bakayoko. À l'occasion de la visite officielle du président Recep Tayyip Erdogan à Abidjan, 9 accords de coopération avaient été signés entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Parmi ces accords, un partenariat stratégique dans le domaine de l'urbanisation avec la construction d'un parc d'exposition et un centre de conférences internationales. Des projets présentés ce lundi au Premier ministre Amadou Koulibaly. Ce parc d'exposition et ce centre de conférences qui seront construits dans la zone aéroportuaire vont permettre de faciliter l'organisation d'événements de grande envergure, tels que les foires, les concerts, les rencontres internationales et bien d'autres. De belles vitrines pour augmenter le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Un autre projet lumineux avec le géant américain General Electric, principal fournisseur d'équipements électriques à la Côte d'Ivoire. Sur le territoire ivoirien, nos équipements représentent 74% de la génération d'énergie. Et nous travaillons sur des projets aujourd'hui qui sont de l'ordre de 1,4 gigawatts que nous voudrons conclure avant la fin de 2020. Et nous avons annoncé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ouverture d'un centre de monitoring. Ce centre de monitoring qui devrait irriguer toute la région arrive à un moment où Abidjan ambitionne d'être le hub énergétique et la plaque tournante de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Autre activité du Premier ministre Amadou Koulibaly, il a présidé hier lundi la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Forum de la diaspora qui s'est ouverte ici à Abidjan avec pour thème « Quelle réponse africaine au phénomène de l'immigration ?» Et c'était en présence de notre reporter Alexis Ouedraogo. La diaspora ivoirienne se réunit à Abidjan ce lundi et mardi. Objectif, croiser les idées sur l'amélioration des perspectives de retour au pays ou encore d'investissement. Nous sommes présents aujourd'hui parce que nous pensons que nos problèmes doivent être considérés. Il faut qu'on arrive à s'approprier le pays, à s'y installer, mais on a besoin de réponses concrètes. Donc on a besoin de se rencontrer dans des espaces comme cela pour pouvoir échanger et être rassuré ou pas sur un retour ou pas au pays en fait. Les Ivoiriens de l'extérieur, ça a un peu plus d'1 million de personnes reparties dans le monde. Un poids économique important dont le gouvernement a pleinement conscience. La mission du gouvernement n'est pas de se substituer aux intéressés, mais plutôt d'être à leur côté, d'être attentif à leurs préoccupations. Notre mission, c'est également d'accompagner ceux qui le souhaitent dans cette aventure qui peut être exaltante et qui reste porteuse de risques inouïs. Autre sujet clé, celui de l'immigration clandestine. 13 000 présumés ivoiriens auraient récemment été accueillis sur les côtes italiennes. Ces assises s'essayeront à proposer des solutions aux problèmes. Pour le gouvernement ivoirien, chacun de nos compatriotes compte. Nos compatriotes vivant à l'extérieur, dont le nombre est estimé à plus de 1 240 000, constitue une frange importante de la démographie localisée aux 4 coins du monde. Cela nécessite que soient menées des réflexions profondes et sérieuses pour sa prise en compte. Et c'est tout le sens de la rencontre qui nous réunit ce jour. Je reste convaincu que la richesse des débats et réflexions qui seront suscités au cours de ces 2 jours feront germer des idées et des propositions d'action à la hauteur de nos attentes. Le Forum de la diaspora ivoirienne refermera ses portes demain.
Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest intensifie sa lutte contre ces fléaux. Il vient d'organiser une conférence publique sur le blanchiment de capitaux en présence de notre reporter Justine Seydjike. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, deux fléaux planétaires qui nuisent gravement à l'économie des États. Les statistiques, pour le moment, varient en fonction. On estime à plus de, je crois, 500 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à peu près à l'aide, de dollars, pardon, ce qui équivaut à l'aide que l'Afrique attend, notre région attend des institutions internationales. C'est-à-dire que l'impact est réel. Et le blanchiment des capitaux est une réalité visible, palpable. Cependant, la lutte engagée sur le plan international, régional et national connaît des avancées. Actuellement, la Côte d'Ivoire est sous le régime de suivi régulier accéléré, c'est-à-dire c'est la meilleure note au niveau de la région. Donc ça prouve que le pays est dans de bonnes dispositions, le dispositif est bon, mais il y a quand même quelques lacunes. Il y a quand même quelques lacunes au niveau réglementaire, il y a des textes qu'il faut encore voter, il y a la sensibilisation qui doit se poursuivre. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA, mobilise les parties prenantes ivoiriennes et le monde universitaire contre ces fléaux à travers une conférence publique et un concours interuniversitaire d'art oratoire sur la force et la contribution de la jeunesse à la lutte contre ces fléaux, mettant en compétition 8 étudiants de 8 universités des États membres du JIABA en vue de combler le déficit de connaissances sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce concours, dont la 3e édition se tient cette année, est une plateforme de promotion de la connaissance des dispositifs de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'échange d'idées sur des questions d'actualité. Tout à fait autre chose. À présent, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Mamadou Sangafoua Coulibaly, est en mission en Afrique du Sud, et cela dans le cadre des préparatifs du Sahara 2017. Il est allé échanger avec les autorités sud-africaines sur la participation de ce pays invité d'honneur au prochain Sahara. Serge Kolia. Dans l'agenda de la délégation ivoirienne en campagne de promotion du Sahara 2017 figure en bonne place le salon sud-africain du machinisme agricole et de l'élevage de Nampo à Botaville. L'Afrique du Sud est le pays invité d'honneur de l'édition 2017 du Sahara. Et cette vaste tribune se présente comme une opportunité d'échange interactif. Objectif, mobiliser les institutions ainsi que les acteurs du secteur privé agricole autour du Sahara. Nous sommes en contact avec plusieurs structures privées sud-africaines et les négociations sont bien avancées. Nous allons pouvoir, à travers cette coopération entre le secteur privé sud-africain et le secteur privé ivoirien et l'État de Côte d'Ivoire, booster l'investissement agricole. Puissance agricole et économique de la sous-région ouest africaine, la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer à l'horizon 2020 au moins 50% de sa production. L'Afrique du Sud, de l'avis du ministre de l'Agriculture, peut lui être d'un apport appréciable. Par la voix de son ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de la Pêche et de la Forêt, le pays invité d'honneur se dit prêt à donner tout son sens à ce modèle de partenariat sud-sud. Africa as a continent should begin to work together. Il est nécessaire que nous nous donnons la main afin d'améliorer le quotidien de notre population et de nos peuples. Nous avons l'expertise sud-africaine qui est prête et que le gouvernement va encourager à se mettre en rapport avec l'expertise ivoirienne pour pouvoir transformer les produits ivoiriens et aussi pour pouvoir travailler ensemble sur la possibilité d'expandre les capacités sur le continent. Visite guidée, rencontre avec les industriels du secteur agricole, identification des investisseurs cibles ont meublé cette journée. Le commissariat général du Sahara a pu se faire une idée de son casting. Vous voyez tous ces équipements qu'on vient de voir. Ce sont des choses que tout le monde peut utiliser. Regardez sur ce kakémono, vous avez vu cette dame qui utilise cette petite pompe pour pouvoir irriguer, pour pouvoir utiliser les fertilisants pour alimenter sa production. C'est des choses comme ça que nous voulons amener chez nous. Nous avons parlé avec les exposants, nous leur avons dit que le Sahara leur offre une plateforme
un marché de plus de 300 millions d'habitants. Une semaine durant, le ministre Sangafoa Coulibaly et sa délégation vont s'atteler à préparer au mieux la venue de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se tient du 17 au 26 novembre prochain. Serge Kolia, revenons sur cette information qui était dans nos titres. À Bouaké, les forces de l'ordre ont mis fin ce matin aux manifestations des ex-combattants démobilisés. Ces derniers occupaient depuis hier le corridor à l'entrée principale de la ville de Bouaké, empêchant la circulation des personnes et des véhicules. De sources médicales et sécuritaires, le bilan provisoire de l'opération menée par les forces de l'ordre fait état de 3 morts et des blessés. La ministre de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Marietou Koné, apporte la compassion du gouvernement ivoirien aux victimes de la récente mutinerie qui a secoué plusieurs villes, dont Korogo. Abdoul Kader Sogodogo Guédouman, RT Bouaké. Une semaine après la mutinerie de certains soldats de l'armée ivoirienne, le président de la République et le gouvernement apportent le réconfort de la nation aux victimes. Korogo, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après un échange avec le Premier ministre, se rend au chevet des blessés. Une prise en charge jusqu'à la guérison totale et la somme de 150 000 francs en guise de transport est remise à chacun des blessés. Après les blessés, la ministre visite les familles des 2 personnes qui ont perdu la vie. Elle a symboliquement remis la somme de 1 million de francs CFA à chaque famille. Une contribution pour l'organisation des obsèques. Une mission pour surtout prôner le pardon et la cohésion sociale. La violence ne mène à rien, sinon à des dégâts humains, des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Et malheureusement, il y a eu 2 décès, des blessés à qui nous venons de rendre visite pour apporter la compassion du gouvernement et puis souhaiter que ce genre de situation ne se répète pas. Un geste salué par les blessés et les familles endeuillées. À Bouaké, la famille de l'ex-combattant Issouf Diawara, décédé, a été visitée par Marietou Koné, toujours avec le même objectif, apporter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Ce mardi 23 mai, c'est la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Voici le message du gouvernement avec Frédéric Oulaï et Patricia Oumou-Etia. Chaque jour, environ 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement dans le monde entier. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 20% des cas de mortalité maternelle sont causés par la fistule obstétricale. À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, le gouvernement ivoirien appelle à l'implication et à la mobilisation. À l'occasion de la journée internationale des fistules, à la date du 23 mai de chaque année, l'occasion est donnée d'attirer l'attention de la communauté nationale sur le phénomène et d'appeler à une mobilisation nationale totale. La fistule obstétricale est généralement causée par un travail prolongé et difficile lors de l'accouchement à cause des pressions excessives exercées par le fœtus sur l'organisme de la femme. Ensemble, agissons contre les causes des fistules obstétricales et aidons les femmes qui en souffrent. 800 femmes concernées. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité met donc l'accent sur la place de ces personnes affectées par la maladie dans la société. Au regard de la gravité de ce phénomène, le gouvernement ivoirien met l'accent sur la promotion de l'accès équitable aux services de santé afin de favoriser la réduction des inégalités de genre en matière de droits de santé reproductive et permettre à ces femmes de retrouver leur dignité. Le gouvernement tient à saluer la coopération d'organisations régionales et sous-régionales telles que l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies, comme le Fonds des Nations unies pour la population et les coopérations bilatérales pour leur appui constant. Plus de 2 millions de femmes vivent avec cette maladie en Afrique subsaharienne, en Asie et dans les États arabes. Des anciennes porteuses de fistules à Séguéla ne souffrent plus de stigmatisation. Hier, honteuses de leur statut, elles se montrent fièrement aujourd'hui comme des personnes bien intégrées dans la communauté Genatoubé. Elles dansent,
expression d'une joie déjà visible sur leur visage, comme pour dire qu'elles font partie intégrante de la communauté. Ces 20 femmes, aujourd'hui guéries de la fistule, mènent leurs activités le plus normalement du monde, bénéficiant même de soutien d'organismes internationaux et nationaux opérant dans le domaine de la santé et de la reproduction. Ici, elles reçoivent des kits de l'ONG Yeti qui leur permettront de mener des activités génératrices de revenus. Je dis merci à l'ONG Yeti qui nous a pris en charge. Parce que cette maladie-là, ce n'est pas facile de la voir. Quand tu as cette maladie, tu es rejeté, tu es abandonné, tu n'as aucun soutien, tu ne sais à qui se vouer. Depuis 2014, l'ONG Yeti intervient dans la région du Ourodougou dans un vaste programme de prévention de la fistule obstétricale en collaboration avec l'AIBF et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Les femmes qui en souffrent bénéficient également d'une prise en charge médicale gratuite. Entre 2013 et 2016, environ 230 femmes porteuses de fistules ont pu être dépistées par l'ONG Yeti dans les départements de Séguéla et Korogo, dans un contexte de stigmatisation. Aujourd'hui, grâce au soutien des uns et des autres, nous avançons vers une meilleure sensibilisation de nos populations, qui ont compris que cette maladie peut être évitée si on abandonne certaines pratiques telles que l'excision, le mariage précoce ou forcé, aussi en suivant toutes les consultations prénatales et en allant accoucher dans une maternité. En Côte d'Ivoire, la fistule obstétricale est encore considérée comme une maladie honteuse, caractérisée par la perte fréquente d'urine chez les porteuses. Du coup, elles sont frappées par la stigmatisation. Chaque année, selon l'ONG Yeti, ce sont environ 1000 cas nouveaux de fistules qui sont détectés. Eugène Atoubé, l'organisation non gouvernementale Stop Cataracte a organisé une journée de soins gratuits au profit des malades de la cataracte à Gagnoa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette action a permis à plusieurs personnes souffrant de cette maladie de recouvrer la vue. Vénance Herman Yabien. C'est une vingtaine de personnes souffrant de cataracte qui ont recouvré la vue au cours de cette action sociale de l'ONG Stop Cataracte. Cette opération des malades offerte gracieusement par l'ONG Stop Cataracte vise à soulager les personnes défavorisées afin de leur permettre de vivre décemment. Suite à une expérience que j'ai vécue personnellement avec la chirurgie de ma maman qui souffrait de la cataracte, et vu la joie sur son visage après l'intervention, donc ça nous a incité tout de suite à penser à aider aussi d'autres personnes qui souffrent de cette maladie et qui n'ont pas de moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En ce qui concerne la cataracte, au niveau de la région de Gagnoa, il y a beaucoup de cas. Ce qui est un peu difficile, c'est que les patients qui ont ce genre de maladie, ils n'ont pas assez de moyens. Ce qui fait que certains sont obligés de rester chez eux à la maison et on n'arrive pas à les soigner. Outre les personnes qui ont bénéficié des soins gratuits, plusieurs autres ont été dépistées et ont également reçu des fiches de prise en charge pour bénéficier d'assistance. Les autorités administratives et politiques de Gagnoa n'ont pas manqué de traduire leur gratitude à l'ONG pour cette action qui vient soulager la population. Je bénis Dieu pour cette ONG qui permet aujourd'hui à des personnes qui se retrouveraient de l'autre côté de voir la lumière. En tout cas, c'est un soulagement. Ce sont plus de 1000 personnes qui ont été dépistées et soignées gracieusement par l'ONG Stop Cataracte depuis décembre 2016 à ce jour dans la région du Go. Et cette information, la justice gambienne a gelé hier lundi les biens de l'ex-président Yaya Jammeh, soupçonné d'avoir détourné plus de 44 millions d'euros, soit plus de 28 milliards 600 millions de francs CFA avant son départ en exil, pour être plus précis. Et cette information, pour terminer, chez l'attentat de Manchester hier en Angleterre, a fait 22 morts, dont des enfants. Il a eu lieu après un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande. L'attentat qui a été perpétré par un homme qui est mort après avoir fait exploser un engin revendiqué par le groupe État islamique. Wilfried Eman, JV.
Ces images amateurs, tournées juste après l'explosion, témoignent du mouvement de panique. Un homme vient de se faire exploser au milieu de la foule. Entre cris de panique et débandades, des témoins fixent ces images qui témoignent de l'horreur. Le dernier bilan fait état de 22 morts et 59 blessés. Les secours sur place s'organisent dans un cafouillage total. La police boucle le périmètre. Les heures qui suivent, l'attentat est revendiqué par l'État islamique. Les réactions de compassion fusent à travers le monde. Emmanuel Macron, le président français, fait part de son effroi et de sa consternation. Donald Trump, le président américain, en visite en Israël, témoigne son soutien aux familles des victimes. La première ministre britannique, Theresa May, condamne l'attaque, une attaque qu'elle qualifie d'effroyable. C'est le pire attentat terroriste survenu dans le pays depuis 12 ans. Le périmètre de l'attentat reste bouclé par la police pour nécessité d'enquête. Wilfried Herman Djivé, c'est la fin de cette édition suivie de bout en bout par Victorine Yaoyoboué, chef des éditions du jour. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.